Voilà, la technique commence à opérer. Voilà, on dit que l'enregistreur a démarré. Donc maintenant, ça doit être le cas. Donc bonjour et bienvenue à tous. Bonjour, Voilà, est-ce que vous nous entendez bien tout d'abord? bonjour Christophe, merci. Ça veut dire que vous nous entendez. Ouais, ok. Super. Voilà, et puis si peut-être que vous pouvez nous partager d'où est-ce que vous vous connectez, comme ça on a un sens aussi d'où viennent les personnes. Euh, voilà, donc bonjour, on a Sylvie, on a Pablo, on a Simon. Ok, bonjour, bonjour Simon, bonjour Sylvie, bonjour. Alors, je pense que ça va être monsieur ou madame Huot, je ne sais pas si c'est un prénom ou un nom de famille. Voilà, bonjour Nathalie, Près de bonjour Nantes, Yveline. Frédéric, Saint-Quentin en Yvelines. Ok, on a Nantes, Saint-Quentin en Yvelines pour l'instant. Paris aussi, super. Ok, Paris, donc les Parisiens en force. Nathalie, Ah, bah bonjour. Nathalie, ok, bonjour. Parfait. Bon, bah écoutez, bienvenue. Merci d'être là, d'être connecté. Alors, au départ, hein, il y a toujours un peu plus de monde qui arrive. On a démarré à l'heure et il y a du monde qui arrive en général les 4-5 premières minutes. Voilà. Donc, il y a Pierre qui dit, qui répond déjà aux questions avant de démarrer. Donc, le coaching en management franco-allemand sur le business. L'obstacle numéro 1, le temps. Et l'échéance, c'est continuel. OK. Bon, bah, donc, bonjour, bienvenue. Hein, le webinaire s'intitule du coup Regroupement d'entités, réussir à créer une culture commune de management. Donc, moi, je me présente, je suis Antoine Jute, je suis l'associé gérant du cabinet Eddy Partner. Eddy Partner, alors c'est un LI, ça veut dire leadership instead, c'est un jeu de mots hein, qui dit mettre du leadership à la place. Alors, à la place de quoi? À la place de la contrainte, à la place des process, à la place de l'obligation, à la place de pas mal de choses. Le leadership étant vu chez nous comme un domaine conversationnel dans lequel on apprend et on amène les leaders à créer un avenir dans lequel les gens se reconnaissent et ont envie de passer à l'action. Et donc, le cabinet des partenaires est focalisé sur soutenir la transformation des organisations avec 5 domaines. Donc, il y a la formation, il y a le coaching, il y a le leadership de projet, le pilotage de transformation, c'est-à-dire la conduite du changement, c'est les choses qu'on va aborder aujourd'hui, et le conseil et la partie ressources recrutement. Voilà. Et donc, il y a déjà des éléments. Donc, on me demande s'il y aura un replay. Ben, je pense que oui. On a Hermine qui nous partage qu'elle est dans le recrutement, la formation et le coaching des administrateurs de société et des dirigeants. Ok, ben, bienvenue. Voilà, et je suis accompagné aujourd'hui de Lydia Mazuko, voilà, qui est à ma gauche et qui est directrice associée du cabinet, notamment en charge de la partie valorisation et conduite du changement. Alors, on va démarrer, mais avant, effectivement, on aimerait bien prendre connaissance de qui vous êtes, ce que vous faites. L'idée, c'est que dans ce webinaire, vous repartiez avec une stratégie ou des stratégies pour créer ou recréer une culture commune de management. Et pour cela, bah, on a quand même besoin de vous connaître, de bien comprendre qui vous êtes, vos problématiques, pour qu'on puisse adapter aussi les éclairages qu'on va donner. C'est pour ça qu'on vous pose la question dans quel business vous êtes, parce que bah, clairement, quand on est dans la pharma, la logistique, ou, dans l'administration, bah, en fait, finalement, on n'a pas les mêmes sujets. Et donc, du coup, pour nous, c'est intéressant en fait, d'avoir ce genre d'éclairage. Ensuite, bah, l'obstacle numéro 1 en matière de regroupement, de création, de culture commune de management, dans le sens où bah, si vous êtes dans une TPE ou une PME ou une ETI ou une grande entreprise, voilà, on ne va pas parler des mêmes choses, des mêmes obstacles. Et puis pour nous, c'est important, comme ça, on peut s'adapter. Donc n'hésitez pas voilà, à répondre en fait dans l'ordre hein, les questions, comme ça va nous aider, puis ça va permettre de partager à l'ensemble le groupe qu'on est et les problématiques qu'on partage. Donc dans la question 1, c'est quel est votre business? Dans quel business vous êtes, voilà, sachant qu'on peut aussi avoir des gens dans la conférence. On est à taille humaine, il y a une vingtaine de personnes. Et donc, il peut y avoir bah, des patrons d'entreprise, des DRH, des DG, des responsables d'équipe qui ont aussi ce genre de sujet. Et des consultants, des coachs qui aussi interviennent dans des entreprises et qui, bah, du coup, ont un périmètre d'activité qui peut les intéresser.
Voilà. Et puis votre échéance, hein, est-ce que c'est immédiat? Est-ce que c'est pour plus tard? Voilà, vous êtes venu vous informer, c'est tout à fait logique. Donc on a alors M. Berry qui dit que la priorité est immédiate, et donc du coup Nathalie qui me dit que qu'elle est dans le conseil, dans la conduite du changement. Ok. Alors n'hésitez pas, hein, tout le monde là, à partager. Sylvie, Simon, Régis, Pierre. Alors Page, j'imagine que ça va être un nom de famille. Nathalie, Eric, Embery, Mathilde, Idriss, Grégoire, Frédéric. Voilà, n'hésitez pas du coup à y aller et à partager. Donc, on a Dirko, directeur BU dans le bien d'équipement industriel. OK, parfait. Alors, les deux Nathalie sont dans le même domaine. Christophe dans l'organisation. RH, DRH de transition pour Sylvie. OK, super. Voilà, et n'hésitez pas à nous partager, c'est quoi l'obstacle que vous rencontrez dans le regroupement, dans la création de culture commune? Alors, soit pour vous, dans l'entreprise, soit pour les clients que vous accompagnez, hein. Ça peut être aussi des cas clients que vous avez ou des missions que vous êtes en train d'accompagner. Et une précision, hein, on commence là, on démarre sur le sujet ensemble. Le regroupement d'entités, donc réussir à créer une culture commune de management. Nous, ce qu'on vous propose aujourd'hui, hein, comme partage d'expérience, pour le coup, hein, il s'agit de notre expérience, c'est d'aborder donc ce webinaire, non pas sur la partie peut-être culture, valeur, mais sur une façon d'accompagner concrète et opérationnelle en passant justement par la culture commune de management. Et c'est cette expérience-là, ces expériences-là qu'on vous propose de partager. On a mis une photo derrière les 3 questions, hein, avec de l'argile, de la poterie. Pourquoi cette première métaphore? Et puis je te laisse compléter avec ce qu'il y a de marqué dans le chat. Ouais. Mais cette métaphore, c'est parce que déjà, c'est en équipe. Là, on voit que la photo est en équipe. Et puis, on structure l'argile concrètement. On met les actions en place, on produit. Mais l'argile, finalement, il va falloir faire 2 cuissons. Donc, dans ces cuissons-là, il va y avoir des paramètres, hein, dont on n'est pas seul responsable, qui vont faire qu'il va y avoir des fuites, ça va casser, ça va tenir pour le coup. Et puis, on va émailler aussi. L'émail, la couleur qui va être rendue, c'est l'action de justement nous, ce qu'on a mis en place, les actions qu'on a mis en place, mais aussi de l'environnement, de finalement les ingrédients et le fonctionnement des ingrédients ensemble. Et donc, le sujet et la métaphore, c'est comment à la fois on structure et puis on lâche prise aussi pour que ça se mette en place, puisqu'encore une fois, plusieurs paramètres entrent en ligne de compte. Donc ça, c'est une première métaphore pour le coup. Et on peut peut-être commencer avec l'agenda. Alors, il y a juste pour Ouais. partager, hein, donc là, on commence à avoir des obstacles dans une fusion d'équipes travaillant en silo. Hein. L'obstacle numéro 1, c'est l'écoute des différences dans des équipes ayant trouvé leur rythme de croisière opérationnel en silo et ne souhaitant pas en changer, pensant perdre leur autonomie, leur bonne pratique et leur zone de confort. On a la mise en place d'une culture commune de management, clairement leur mission. Un nouvel acquéreur qui ne connaît pas le domaine et aussi la géographie, on parle de l'Afrique. On a une société de distribution pétrolière en transition, un changement d'actionnariat. Voilà, dans les obstacles qui sont rencontrés ou les métiers spécifiques. Enfin, en tout cas, les obstacles ou les sujets sur lesquels voilà, ça peut s'appliquer. Je vais à l'agenda? Ouais. Ok. Et puis, on fera au fur et à mesure, hein, n'hésitez pas à commenter ou à poser les questions. Et puis, on fera un moment à la fin de questions-réponses pour affiner aussi par rapport aux problématiques ou aux sujets là que vous avez amenés. En tout cas, cet agenda, comment il va se passer? Donc, cadrage, hein, quand parle-t-on? En tout cas, on va partager avec vous
les cas de regroupement d'entités qu'on adresse avec notre partage d'expérience d'aujourd'hui. Et pourquoi cette conférence? On a un point sur les enjeux, les éclairages et les challenges que ça engendre, pour que vous voyez clair aussi sur qu'est-ce qu'on adresse dans ce partage d'expérience. Et puis, on partagera une stratégie, en tout cas des bonnes pratiques, encore une fois, pour éclairer vos stratégies. On parlait de culture ancrée, par exemple, de fonctionnement en silo, donc on ne voit pas l'opportunité de faire différemment. Comment, dans ce cadre-là, par exemple, on a des bonnes pratiques. Donc, on va vous partager 3 bonnes pratiques qu'on met en place, qu'on a mis en place. On va prendre un cas client qu'on accompagne, qu'on a accompagné pour rendre concret les éléments. Et puis, encore une fois, je précise, c'est un angle de vue. Notre angle de vue, il est sur vraiment la partie management, structuration autour de la culture managériale qui va faire justement qu'on va initier, redévelopper la démarche commune, les conditions tangibles pour mettre en place une autre collaboration, continuer à remettre une collaboration en place. Et puis, à la fin de ce partage donc des 3 bonnes pratiques illustrées, on fera donc un point questions-réponses. On a jusqu'à 12h15. On s'autorise éventuellement à déborder de 5-10 minutes, mais on fait en sorte de tenir le timing avec vous. Ok. Je passe à la suite. Ouais, peut-être avant pourquoi cette conférence, peut-être repartager avec vous qu'est-ce que ça inclut, quand est-ce qu'on parle d'entités regroupées. Donc, nous, ce qu'on partage là, c'est dans le cas, en tout cas, d'inclusion d'une personne dans une équipe, de regroupement d'équipes, nouvelles équipes qu'on adosse, passation aussi d'une équipe à une autre équipe, on agrandit le périmètre. C'est aussi l'absorption d'une entreprise. Je vois qu'il y en a qui ont des questions autour de cette partie-là. Voilà, comment dans ce cadre de périmètre mouvant, d'équipe, d'entité, on peut réadresser la collaboration, le fonctionnement ensemble finalement, puisque c'est comment est-ce qu'on développe cette partie-là. On pourrait dire que ça se fait intuitivement, on pourrait dire que ça peut se faire de l'interne. On va voir qu'en fait, c'est plus compliqué que ça et que la formalisation, la structuration, l'aide à animer et à partager, ça fait la différence aussi. Et donc, c'est cette expérience-là qu'on propose de partager. Et donc, le pourquoi, peut-être, Antoine? Et là? Ouais. Pourquoi cette conférence? Je te laisse partager aussi. Sur l'histoire de Columbia. Alors, on a mis une métaphore sur l'histoire de Columbia 2023. Qu'est-ce qui s'est passé sur cette histoire-là? Vous voyez qu'il y a 7 personnes qui sont parties dans l'espace en 2023, en janvier 2023, des Américains. Ça fait référence à quelque chose qui se passe maintenant. Il y avait un Israélien aussi, le premier Israélien qui partait dans l'espace. Vous voyez qu'il y a 2 femmes aussi dans cet équipage, donc un super équipage mix, inclusif, on va dire. Tout se passe bien. Ils décollent en janvier. Ils font 15 jours d'expérimentation en orbite autour de la Terre. Et puis, ils redescendent. La NASA voit que les conditions sont favorables, leur demande donc d'enclencher pour pouvoir réatterrir. Et donc, en février, ils rentrent dans l'atmosphère. Et qu'est-ce qui se passe? Désintégration de la navette, mort de 7 personnes. Donc, on prend ce cas un peu fort. La culture de management au sein des entités, ça ne fait pas forcément des morts directement. En tout cas, qu'est-ce qui s'est joué là? Il s'est joué là qu'au décollage, il y a un bout d'isolant du réservoir qui s'est détaché, un tout petit bout, moins de 1 kg, qui est venu percuter l'aile gauche.
Et ce dommage-là a fait que quand ils sont rentrés dans l'atmosphère, la chaleur, c'est 1600 degrés, c'est intégré dans la navette et a tout désintégré. Et alors, pourquoi on partage ce cas? Parce que c'est aussi un cas de management. À la fois, les infos, elles avaient été partagées. Hein. Il y a des techniciens qui avaient très bien vu et des ingénieurs qui avaient vu qu'il y avait eu un impact qui était avec l'angle peut-être dangereux pour le retour. Ils ont alerté et puis finalement, ça a pas donné de suite. Le point aussi, c'est que cette dérive-là, elle avait déjà eu lieu 6 fois auparavant. Hein. Les bouts qui se détachaient du réservoir, ça avait déjà eu lieu. On a toléré finalement la dérive. On a accepté peut-être l'inacceptable. Et donc, c'est la question à se poser pour faire le lien. Comment est-ce que on crée une équipe qui collabore? Comment est-ce qu'on manage? Comment est-ce qu'on met en place les alertes, les dérives pour que justement ça aille pas à cet extrême-là? En tout cas, tous les ingrédients, ils étaient déjà su, ils étaient déjà connus. Et comment est-ce que ça a pu passer à l'as? Finalement, manque de partage à certains moments, manque de responsabilité, en tout cas de feedback peut-être. Et le lien, c'est comment est-ce que on crée une cohésion d'équipe, on crée une culture qui fait que c'est pas en silo, qui fait que on collabore et qu'on réimplante cette culture de collaboration via un management collaboratif, via le leadership inclusif. Je te laisse en toucher quelques mots parce que ça, c'est une valeur importante pour nous à partager avec vous dans le soutien des équipes. Ouais, enfin, c'est aussi ce qu'on déroule derrière. Hein. Donc, leadership inclusif, c'est la capacité finalement à inclure dans la présence, enfin dans le moment présent, l'ensemble des personnes, la diversité et comme une ressource pour créer de la valeur dans l'équipe et dans l'ensemble et du coup ne rien oublier et faire en sorte que les gens se sentent inclus et que l'ensemble finalement fonctionne tout en ayant, en prenant en prenant en compte l'ensemble. Voilà. Enfin, je vais le dire comme ça. Bon, après, ça mérite d'être développé. Mais en tout cas, c'est une base, effectivement, pour pouvoir installer l'ensemble. Et ça se fait en transversal, en même temps que les démarches qu'on propose, dans le sens où, aujourd'hui, on parle beaucoup d'équipes et on parle et davantage, et dans les équipes, aujourd'hui, il y a certains modèles, et on en a pris un ici, c'est juste un clin d'œil avec Lencioni, parce que à un moment donné, le fait de faire fonctionner et collaborer des équipes ensemble, ça génère aussi un avantage concurrentiel, et c'est un parti pris que de se dire aussi dans la culture, il y a des entreprises qui fonctionnent avec une innovation de rupture, il y a des entreprises qui fonctionnent parce qu'elles ont un marché spécifique, un avantage financier, un avantage concurrentiel de positionnement ou autre, et puis il y a l'avantage concurrentiel du fonctionnement d'équipes et de culture commune en lien, et ça c'est Lencioni qui l'a démontré à travers toutes ses études et ses publications, et on s'est basé là-dessus pour pouvoir aussi faire un clin d'œil. Juste dans les éléments, pour passer à la suite, et on va rentrer dans le vif du sujet, juste pour vous dire que cette conférence, en fait, elle fait partie d'un cycle de 5 conférences, donc c'est la 4e, et évidemment, on va partager des choses qu'on a issues de notre expérience, et qu'évidemment, ça nécessitera aussi pour pouvoir les implémenter, peut-être de se rencontrer, de se voir, pour pouvoir discuter de vos sujets. Donc, n'hésitez pas à prendre le rendez-vous. Hein, on a en haut un bandeau pour pouvoir prendre rendez-vous directement avec nos agendas et on pourra discuter de en quoi ça peut s'appliquer pour vous, comment, c'est quoi les résultats et aller plus dans le détail. Voilà. Et dans le mois prochain, juste pour vous communiquer, que sera Alexandre, donc un autre directeur associé de l'entreprise, qui parlera notamment de son domaine, la compétence et la formation, à travers un produit et des stratégies pour pouvoir régénérer les pratiques des managers seniors, c'est-à-dire ceux qui ont déjà beaucoup de compétences, comment est-ce qu'on les amène encore un cran plus loin. Voilà, je laisse l'aparté. Et peut-être qu'on va rentrer dans les bonnes pratiques voilà. tout de suite, comme ça on partage bonnes okay, pratiques si peut-être. Okay. Ouais. On commence avec les bonnes pratiques et puis là, on compte sur vous pour interagir aussi avec nous. Donc la première bonne pratique,
faire un diagnostic de sa culture managériale. Donc là, le sujet de cette partie-là, pour le coup, il est de commencer avec l'équipe, avec vos clients, nous avec notre client. On commence très souvent par faire un diagnostic de sa culture managériale. En quoi ça consiste un diagnostic? Alors là, vous voyez que déjà, ce que ça peut permettre de faire, c'est qu'on voit d'où on part. Et pour savoir où on arrive, c'est plutôt intéressant de savoir d'où on part. Hein. Si on part de Paris, c'est pas la même chose que si on part de Nice. Ça permet aussi, peut-être que tu peux passer sur le slide En fait, d'après. en fait, quand on parle de créer une culture commune, ça veut dire aussi qu'il y a déjà plusieurs cultures qui coexistent. Ou alors, on est en train d'en absorber une autre. Ouais. Et souvent, on absorbe et on se dit, OK, il faut créer, soit on dit, OK, bah, du coup, on impose sa culture, ou alors on essaie de créer une culture commune, déjà en se disant, OK, on veut atterrir à cet endroit-là. Et donc, du coup, on fixe un cap. Et l'image qu'on prend, c'est pour ça qu'il y a celle du GPS, c'est que si on veut, par exemple, tous aller à Nice, en termes de culture, mais qu'il y en a qui partent de Paris, de Lyon, de Nantes, de Bordeaux, et qu'on leur donne un itinéraire qui est le même pour tous, forcément, on ne va pas tous se retrouver à Nice. Donc c'est ça où c'est important, c'est de faire un diagnostic de la culture, et en ce moment, on a pas mal de clients qui nous interrogent là-dessus, sur, OK, mais d'où est-ce qu'on part? Et pour pouvoir être clair, de créer des chemins qui sont différents et qui sont adaptés à chacun pour aller rejoindre cette culture commune. Et souvent, c'est un effort qu'on ne fait pas. On dit, OK, on veut aller là, on balance un plan de formation et on dit, OK, tout le monde sera là. Mais on ne prend pas compte et on ne prend pas soin de, OK, pourquoi elle est comme ça, ma culture? Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai un intérêt à changer pour aller vers cette culture commune? Quels sont mes freins? Quelles sont mes difficultés en termes d'entité ou en termes de sujet? Et donc, du coup, d'avoir une image claire dès le départ de où sont les équipes, notamment si on prend des villes, c'est déjà important parce que ça nous permet de construire des chemins qui sont différents, qui sont adaptés pour chacun pour aller dans la bonne direction. Ou recréer une culture commune, d'aller à un endroit spécifique et choisir un endroit en termes de culture qui est assez proche de la culture globale et qui fait des relais. Donc ça permet ça. Ça permet aussi que finalement les axes viennent des parties prenantes. C'est depuis leur perception, puisqu'en quoi ça consiste, hein, faire un diagnostic, ça consiste à créer une trame d'interview, bien la cadrer avec les équipes et le commanditaire pour le coup. Interviewer des personnes, donc les personnes concernées, et puis aussi jusqu'aux équipes avec un panel assez large dans cette équipe-là. Hein. Par exemple, le cadre de l'industrie qu'on a pris là comme exemple. Dans l'industrie, il s'agit d'une production maintenance pour le coup. Donc, on a la direction des opérations. On a les managers, parce que les relais managers, on les interviewe souvent tous pour le coup, et on va jusqu'aux équipiers sur le site pour le coup, pour aussi voir comment eux, ils voient comment ils sont managés, comment ils voient cette culture managériale pour le coup. Et tout le sujet, c'est qu'on est depuis leur perception à eux. Ça permet aussi de repartir d'eux et puis de créer le mécanisme d'une adhésion future ou au moins d'un partage, d'une prise en compte. Je vois là hein, dans les commentaires, effectivement, l'intégration sans écraser. C'est pas une fausse intégration où on va dire bah, on va partager avec tout le monde et on va recréer depuis rien, mais au moins ce diagnostic-là, il permet vraiment de comprendre ce qui se passe, que les gens puissent exprimer aussi comment eux ils voient les choses, les points de force, les points de faiblesse aussi, et qu'on puisse pour le coup les identifier et les repartager. Et c'est déjà une prise de recul, c'est le troisième point. Une prise de recul en soi parce que pendant qu'on fait ces interviews, bah, la personne elle a la capacité aussi de se poser, de regarder les choses autrement pour le coup et finalement c'est déjà même quasiment une mini forme de coaching. Dans le principe, hein,
pour pouvoir créer une culture, c'est-à-dire créer une nouvelle vision finalement de la culture, c'est important déjà de connaître et que les gens se sentent reconnus dans la culture actuelle. Et de faire le constat que si on met dans la culture actuelle des gens qui ont plusieurs types de culture, il y a un avenir par défaut qui est en train de se créer. Et cet avenir par défaut, il prend en compte tout l'historique des changements, des perceptions des uns et des autres. Et donc, on va amener finalement dans l'entreprise cet avenir par défaut qui fait que si jamais on ne fait rien ou qu'on les fait comme d'habitude, ben, on va se retrouver avec une cacophonie et ça va créer des échecs, des difficultés, ce que les gens finalement pensent qui vont arriver mais ne disent pas. Et donc ça permet en fait d'éclairer tout plein de non-dits qui projetés à 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an et demi, 2 ans, va faire échouer finalement cette fusion, cette absorption, ce regroupement d'entités. Et en partie, hein, ça répond, en tout cas, ça éclaire par rapport à la question là que je vois de Laurence, hein, notamment sur le rythme de croisière opérationnel qui fonctionne en silo et les équipes qui ne souhaitent pas changer, pensant perdre leur autonomie. Bah ça contribue à un élément de petit rouage en plus qui fait qu'on va plus vers finalement comment on regarde les choses différemment. Et donc, comment est-ce que ça se met dans le temps? Donc là, c'est une frise hein, que vous voyez avec comment est-ce qu'on le met en place, ce diagnostic. Ce qui est important, encore une fois, c'est la phase bleue que vous voyez et comment est-ce qu'on interviewe les personnes, comment est-ce qu'on met ça en place. Mais aussi, le deuxième point, c'est la restitution. Et ça, c'est une force aussi pour aider les équipes à transformer, à commencer à switcher, c'est qu'on fait un effet miroir global puisqu'on restitue le diagnostic. Et on les restitue d'abord aux commanditaires, on le restitue aux équipes de direction, de management et aussi aux équipiers sur le terrain pour le coup. Et qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est pour ça qu'il y a un savoir-faire hein, dans collecter, pouvoir synthétiser pour le coup les éléments saillants. Il y a plein d'astuces dans cette partie-là qu'on ne développera pas ici. Mais cette restitution, elle permet aussi aux personnes d'entendre qu'elles ont été écoutées quelque part, les verbatims, ce qui a été posé. Et puis, ça met aussi en place finalement une structuration pour dire, bah, OK, il y a ce constat-là, il y a ces axes-là que vous remontez, structurels, et les fameux axes qu'on va ressortir du diagnostic, et ben ces axes-là, on va les formaliser, les projeter et aussi les utiliser dans le temps, c'est-à-dire qu'on remet ces axes en perspective quand on accompagne sur de la formation, quand on accompagne une équipe sur un workshop pour travailler autour des rôles et responsabilités, parce qu'un des axes, ça a été besoin peut-être de prioriser et d'anticiper les actions. Un axe d'amélioration qui a été demandé aussi sur le fait de repartager ou de partager les standards et les règles de fonctionnement entre nous. Ça, c'est un axe qui est ressorti du questionnaire, par exemple. Et bien ensuite, quand on va adresser ces sujets-là, ou quand on va contribuer à nourrir cette montée enfin en tout cas cet accompagnement, on reciblera par rapport à ces axes. Et ça permet aux personnes de se rattacher au sens, de voir que ça vient d'elles aussi. Et donc, ça donne du sens à l'accompagnement, ça donne du sens à la transformation. Est-ce qu'on est clair et est-ce que peut-être hein, à ce niveau-là, vous avez des questions ou des choses qui vous apparaissent pas claires? N'hésitez pas parce qu'on n'est pas en interaction directe. Dans le chat, n'hésitez pas, posez les questions, précisions. Ok, en tout cas, ça, c'est la première bonne pratique. Et partir de là, ça fait une énorme différence pour les équipes. Le cas filet, puisqu'on vous parle d'une expérience, hein, on partage avec vous une expérience, on a pris un cas pour le dépiler sur les 3 bonnes pratiques. Dans notre cas, industriel, équipe industrielle de production pour le coup, un des axes qui remontait était la nécessité de partager les standards, les règles de fonctionnement inter-entités pour le coup.
Et donc, on a adressé une démarche, donc c'est la deuxième bonne pratique, de processus, un processus de démarche de rôle et responsabilité. Qu'est-ce que ça permet? Ça permet, à travers une démarche structurée, structurante, d'avoir des livrables, de poser des éléments, on va les partager, mais de pouvoir les utiliser dans la collaboration. Et plutôt que de partir from scratch sur de l'échange, et ben là, finalement, on structure avec des livrables. Ces livrables, ils vont permettre, dans un troisième temps, de collaborer, coopérer, animer à partir d'un support. Et ça facilite aussi pour les équipes, puisqu'elles ont un point de livrable à partager. Et donc, comment est-ce qu'on fait dans cette partie? Je ne sais pas si tu veux aborder ce sujet-là maintenant, mais c'est que un des points de départ, c'est qu'ils ont voulu faire ça en interne et puis aller directement droit au but. Oui, c'est vrai. Hein, ils ont eu le diagnostic et puis après, ils ont voulu du coup refaire des RACI sur l'ensemble des processus et des standards. Donc évidemment, il y avait quelque chose, il y avait un document qui existait au départ et c'était une liste de 150, 200 standards avec des rôles et responsabilités, mais qui n'avaient pas évolué depuis un certain temps. Et ils ont voulu se lancer dedans en se disant, bah, OK, on va aller à la finalité directement. Et ce qui se passe, c'est que la tâche, c'était bien trop ardue, dans le sens où faire collaborer des gens directement sur définir des rôles, des responsabilités sur chacun des standards, à un moment donné, c'est touffu, ça fait usine à gaz, c'est pas utilisable, c'est pas manageable, c'est pas animable au quotidien et personne n'a du coup de vision sur ce que ça peut faire et ne se coordonne pas. Et donc du coup, on a été rechercher, on a été du coup les éclairer à un autre degré en commençant à construire des cartes d'identité. Ouais, alors là, le processus, pour les accompagner, effectivement, c'est de les aider à la fois prendre du recul, collaborer, se projeter, échanger pour le coup, plutôt que de rentrer dans le vif de la matière. Et donc, on a une première phase que vous voyez concrètement avec des cartes d'identité. Donc, c'est la phase 1 pour le coup, avec des livrables qui permettent aussi d'avoir un support, de réutiliser, d'animer, de se coordonner autour de ça. Et donc, on débute par notamment vision, mission. Alors là, vous voyez les différentes couleurs, c'est les différentes entités et les différents services de la production qui ont à collaborer ensemble, mais qui ont aussi un cœur de métier différent. Et donc, c'est de pouvoir, par entité ou par service, travailler sur sa vision, sa mission, pour le coup, comment nous, on voit l'équipe, notre équipe à nous, notre vision, c'est quoi nos missions, et on arrive sur la description aussi de c'est quoi nos activités cœur de métier. Et donc, cette première phase, ça permet à la fois de prendre de la hauteur, de partager quelque chose où on s'aligne sur une vision, et cette vision, elle n'est pas forcément globale entreprise, elle est par rapport à l'entité, et elle doit s'inscrire dans un deuxième temps dans le global de l'entreprise. Néanmoins, ça permet de marquer, d'aller sur les activités cœur de métier. Alors la question Ouais. de Hermine, c'est comment on fait le lien avec la vision et la mission de l'entreprise. Ouais. Alors justement, ça, c'est fait à travers des ateliers intermédiaires pour le coup, où les responsables ou les directeurs ou les managers responsables des entités, responsables des services, repartagent ensemble, se réalignent pour le coup, présentent leur carte d'identité et la croisent avec la carte d'identité. On a fait dans ce cadre-là la carte d'identité avec la direction des opérations. Et donc, elle partageait sa carte d'identité et chaque entité sous cette direction partageait aussi sa carte d'identité. Et ça permet de se réaligner pour le coup. Et puis, ça permet aussi d'avoir à certains moments peut-être une vision plus particulière de son équipe qui n'entrave pas la vision commune. En tout cas, c'est des parties d'alignement et des workshops d'alignement où ces cartes d'identité, elles sont repartagées, elles sont retravaillées en fonction des feedbacks des uns des autres dans l'optique de la vision commune ou de l'objectif commun, la performance commune. Puisque dans ce cadre de production, par exemple, c'est pouvoir produire avec la meilleure qualité possible et le plus possible une quantité de produits pour le coup.
Et puis, on va sur une deuxième partie, hein, puisqu'on va vers les activités. Et les activités qu'on a déterminées au niveau de la phase 1, et ben dans la phase 2, on va prendre les activités sensibles, cœur de métier, prioritaires pour les différentes entités. Hein. Chaque entité, pour le coup, choisit et priorise. Et dans ces activités prioritaires, on les décline en une simplification des RACI, hein, en RAC pour le coup, avec un responsable, un approbateur et puis un ou des contributeurs. Ça permet d'avoir des étapes, enfin des sous-étapes très clarifiées. On ne rentre pas dans le détail des tâches, sinon ça devient une usine à gaz, mais ça permet de décliner en étapes les activités cœur de métier sensibles, prioritaires. Ça permet de s'aligner aussi sur quelles sont les activités sensibles prioritaires. Et puis, on les décline en rôles et responsabilités. Vous voyez qu'il y a un livrable qui est hyper opérationnel, hyper sobre. Et ce livrable-là aussi, il va permettre de partager, c'est-à-dire qu'on affiche ces livrables. Ça permet aux entités ou aux services de défiler, de lire et de commenter, de faire du feedback. Le feedback, qu'est-ce que ça permet? Ça permet de déjà voir les trous dans la raquette, les opportunités de collaboration, les endroits finalement d'interaction. Et là, c'est très, très rapide, c'est très opérationnel et c'est très concret pour le coup. Et ça permet de s'aligner petit à petit aussi sur une culture de feedback, de partage autour des éléments clés. Et ça permet d'aller sur la troisième phase, qui est la carte des collaborations ou des coopérations. Et donc, une troisième bonne pratique sur créer les conditions tangibles de collaboration. Donc, c'est une vision qu'on partage avec vous, un retour d'expérience. Il y a plein d'autres façons de le faire. Nous, en tout cas, on l'a mis en place comme ça. Et donc, cette troisième bonne pratique, c'est ce que je vous disais, avec les cartes, avec les RAC, activités cœur de métier, avec les cartes d'identité. Ça permet de partager au sein d'un service où il y a où il y a les entités, en interservice aussi, de les présenter pour le coup, et de commencer à créer les conditions de coopération dans ces moments de partage, dans ces workshops de partage. Vous voyez une illustration ici. Les équipes travaillent justement, on voit tout de suite les interactions, enfin les interfaces, qu'est-ce qu'on peut apporter, qu'est-ce qui manque aux interfaces, comment on peut déployer l'entraide et les actions de coopération. Et nous, on vient le renforcer, on vient l'animer pour le coup, pour aider les équipes, les soutenir dans leur transformation. On anime des moments, des workshops, des partages où, avec la présentation des cartes d'identité interactive, l'affichage, la présentation et l'affichage de ces rôles et responsabilités sur les activités cœur de métier, on va construire aux interfaces des entités. Vous les voyez là, les entités. Il y a de la fabrication, il y a de la répartition. Donc là, c'est vraiment des entités au sein de la fabrication, enfin au sein de la production. Mais on peut faire aussi, et nous, c'est ce qu'on a fait, un recul supplémentaire où on fait aussi travailler les interdirections entre elles à partir de ces éléments-là. Et donc, ça consiste notamment sur les collaborations, les coopérations, à déterminer aux interfaces, après relecture, après partage, moi, équipe verte, par exemple, qu'est-ce que je demande aux autres équipes et qu'est-ce que moi, je peux faire pour eux comme coopération, collaboration, pour aider à ce que ça se mette en œuvre, pour aider à ce que les actions se mettent en place pour le coup. Et à partir de là, on a tous les outils pour prioriser, pour suivre les actions, pour accompagner à ce que ça se mette en œuvre, pour faire du retour, des itérations d'équipe. Il y a des moments avec les équipes, les entités. Il y a des moments croisés pour le coup. Et puis, il y a le suivi de toutes ces actions de coopération. Et le sujet, il est de mettre un état d'esprit de coopération, un état d'esprit de partage et de management pour le coup, au niveau des équipes, au niveau des directions et interdirections. On a une question, c'est la coopération de Hermine. Du coup, la coopération est une liste d'activités transversales où l'on montre qui est concerné, donc point d'interrogation comme question,
Est-ce que c'est bien une liste d'activités transversales au monde qui est concernée? Et est-ce une notion de client-fournisseur? Comment utilise-t-on la carte au quotidien? Alors, pour cette question-là, moi, première partie de réponse, dans ce cas-là qu'on illustre avec vous, les activités sont très cœur de métier, donc sont peu transversales. Néanmoins, on l'a fait aussi sur des activités plus transverses. Et dans ce cas-là, on est moins sur un RAC, rôle et responsabilité. On est sur quelque chose d'un peu plus macro pour le coup, avec les étapes qui vont être indispensables pour le processus pour le coup. Et on va avoir les fonctions, les services qui vont être adossés à chaque étape, et on va regarder les points de vigilance, les points d'entraide, les points de partage, et la checklist un peu de comment est-ce que faut pas oublier certains éléments, certains moments d'alignement. Et donc là, on le fait au niveau plus macro en transverse. Je ne sais pas si ça répond, mais voilà un peu le premier retour par rapport à effectivement transverse ou plus cœur de métier. Voilà en tout cas, encore une fois, un partage d'expérience sur 3 bonnes pratiques. La première, elle est très transverse, encore une fois. On l'a fait chez beaucoup, beaucoup de clients. Vraiment, au départ, c'est de pouvoir faire ce diagnostic, repartir encore une fois des équipes, de leur culture de management, de ce qui se passe concrètement, et leur redonner pour le coup, avec recommandations, feuilles de route que vous pouvez connaître. Mais c'est vraiment repartir de là. Ça aide les équipes à avoir envie de changer et à repartir d'eux pour le coup. Donc ça, c'est la première bonne pratique qui est très… on l'utilise beaucoup dans beaucoup de cas pour le coup, hein, avec beaucoup de nos clients. La deuxième bonne pratique autour d'une démarche de livrable, de rôle et responsabilité, de structuration pour aider l'animation, la coopération. Et puis une troisième, carte des coopérations, les actions d'entraide et comment on les priorise. Alors, je vois qu'il y a des choses qui apparaissent. Non, pas plus. Alors, justement, question-réponse. Par rapport à ce qu'on vous présente là, hein, en quelques minutes finalement, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que dans votre cas, ça vous donne un peu des clés, des pistes, ou ça questionne? Et là, on est sur les questions-réponses, donc n'hésitez pas pour le coup dans vos cas. On peut aussi revenir du coup, sur ce qui avait été partagé au départ comme sujet, notamment dans le cas d'un actionnariat qui change, dans un obstacle, un nouvel acquéreur qui ne connaît pas du coup le périmètre géographique ni le métier, la mise en place d'une culture commune de management dans une mission de transition. Dans le cas de personnes qui n'arrivent pas à écouter, qui ont trop un rythme de croisière et qui n'arrivent pas, ou qui ne pensent pas, ou qui ne veulent pas perdre leur autonomie, leur bonne pratique, qui sont dans leur zone de confort. Peut-être que réussir l'intégration des process et des systèmes RH. Alors, par rapport aux actionnaires, par rapport ce que permet ce diagnostic, enfin la bonne pratique du diagnostic pour le coup, hein, alors ça nécessite un cadrage sur qu'est-ce qu'on va diagnostiquer, hein. Alors la trame principale, nous, c'est une trame autour de la culture managériale, et on y intègre des différences en fonction de ce qu'on va rechercher autour du leadership, des fois de la communication, des fois du fonctionnement aussi, jusqu'au user. Je prends le cas d'une DSI où on avait besoin aussi de comprendre comment est-ce qu'on tenait compte du user final. On part finalement d'éléments très concrets, du terrain finalement, pour remonter ces informations-là, pour remonter aussi la façon dont les personnes perçoivent cette culture managériale. Et rien que ça, pour le coup, ça peut aider un actionnaire, ça peut aider une équipe changeante ou une nouvelle équipe de direction à comprendre finalement ce qui se joue. Donc, c'est un premier élément de réponse. Typiquement, là, dans le diagnostic pour le cas client qu'on a pris en fil rouge,
c'est remonté jusque à l'actionnaire principal, puisque c'est une entreprise voilà, avec un actionnaire principal qui était hyper intéressé par la restitution aussi. Et cette restitution-là, elle a permis aussi de prendre connaissance de ce qui se passait sur le terrain. Et ça peut permettre aussi, pour quelqu'un qui ne connaît pas les métiers, les rôles et responsabilités, les cartes d'identité, sur le partage des missions, des challenges, ça permet aussi d'entrer dans la matière des métiers. Et c'est les équipes qui vont projeter ça et qui vont les partager. Donc là, on va avoir une clé de compréhension, de se mettre dans le bain avec quelque chose d'utile et qui permet l'alignement et le management. Puis là, on est directement centré sur le résultat aussi dans ces équipes. Sur ce cas client, on a restauré la productivité, on a fait baisser les temps d'arrêt et du coup, les objectifs qui étaient plus tenus sont devenus possibles et tenus avec une efficacité forte et une coopération forte dans les équipes. Un autre résultat aussi, c'est le partage interdirection, pour le coup, qui permet à une gouvernance supply, assurance qualité notamment, opération, de mieux se coordonner, de se coordonner tout court aussi, et d'initier aussi au niveau de cette gouvernance un partage et une collaboration. Okay. Il est 12h16. Est-ce que vous avez des questions, des choses qui ne vous paraissent pas claires, ou même des éclairages de votre côté, pour le coup, puisque c'est des deux côtés qu'on partage? Ouais, personnes qui écrivent. Merci Pierre. Ouais, merci Grégoire aussi. Merci à vous. N'hésitez pas, si vous voulez aller plus loin, encore une fois, que vous soyez interne à une entreprise ou aussi coach, consultant pour le coup, d'échanger, de continuer l'échange avec nous pour aller plus loin dans ces parties d'accompagnement. Ok. Donc on va clôturer là-dessus. Donc merci à vous tous d'avoir participé à ce webinaire. Donc merci Alain, merci Armin, merci Christophe, Christine, Christophe, voilà, plusieurs Christophe. En tout cas, merci beaucoup à tous. Et écoutez, alors on a une question aussi, allez-vous en intra-service jusqu'à la définition de fonction? C'est une question complémentaire, effectivement, que je n'ai pas abordée, mais on va jusqu'à recroiser effectivement avec les RH, la DRH pour le coup, parce que effectivement, il y a les RAC notamment mettent en perspective les définitions de fonction, et ça permet aussi de réadresser la définition de fonction et de reboucler pour le coup. Ouais, tout à fait. Voilà. Merci à vous aussi pour les questions. Un grand merci d'avoir suivi ce webinaire. Voilà, on vous a reprojeté Elite Partner en bref. Ravi de pouvoir vous retrouver sur d'autres cycles de conférences. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nous, soit pour partager vos problématiques, soit aussi on peut créer des partenariats avec des coachs, des consultants. On a besoin parfois de ressources et de créer des projets ensemble. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre ce rendez-vous et pour qu'on puisse étudier ou regarder ce qu'on peut créer ensemble. Merci à vous. Dans une entreprise ou en consulting. Un grand merci, une très bonne journée à tous et toutes. À bientôt.